Bienvenue à Brigitte de la part de Nigritia. Ici au micro le père Filippo Ivardi, le directeur. Et voilà Brigitte, nous sommes enchantés et merci de votre temps. Je vous en prie, mon père. Depuis votre libération, Brigitte, le 17 septembre, la lutte de la dynamique Monseigneur Poggioro continue. Et quelle sera maintenant sa stratégie pour faire respecter les résultats des urnes? Merci, mon père, et je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'offrez d'abord pour vous remercier pour votre soutien, mais remercier aussi tous les amis du Togo, tous les amis de la dynamique Monseigneur Poggioro qui se sont battus en Italie et de par le monde pour que mon collègue Gérard Jossou et moi-même nous soyons libérés. Soyez-en remerciés et vous ne pouvez vous imaginer l'impact de cette contribution-là que vous avez apportée. Car voyez-vous, les régimes dictatoriaux et autoritaires n'aiment pas le bruit et n'aiment pas la lumière. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais dire avec fermeté d'abord que cette épreuve ne nous a pas du tout ébranlés. Au contraire, elle nous a démontré que le Seigneur est avec nous dans ce combat et l'action et la foi en Dieu sont les deux piliers du combat que mène la dynamique Monseigneur Poggioro. Comment allons-nous poursuivre ce combat? Eh bien, d'abord, nous avons déjà recommencé à affirmer avec fermeté que nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas transiger avec la vérité et avec le choix que le peuple togolais a fait massivement de changer, de rompre avec un régime qui est un régime qui est vieux de plus de 53 ans, de rompre avec ce régime en votant pour le candidat de la dynamique Monseigneur Poggioro. Nous tenons toujours à ce que ce choix soit respecté. Et donc, c'est quelque chose que nous continuons à affirmer et nous continuons à mobiliser davantage les Togolais pour qu'ils comprennent que depuis que nous sommes entrés en démocratie formellement au Togo et depuis que nous avons organisé des élections présidentielles, le régime qui veut se maintenir au pouvoir a toujours volé les résultats, a toujours tout fait pour se maintenir. Mais cette fois-ci, il faut en finir avec cette manière de faire-là. Il faut que le régime accepte que l'alternance doit avoir lieu au Togo. Donc la sensibilisation continue, la mobilisation continue. Et nous entendons poursuivre cette lutte en utilisant les moyens les plus légaux. Parce que, je vous l'ai dit, le Togo est entré en démocratie. Nous avons, notre constitution reconnaît le droit de manifester, reconnaît la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et donc, nous voulons utiliser toutes les formes de manifestation qui sont autorisées pour que le régime comprenne que nous ne sommes pas contents. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à discuter avec les tenants du pouvoir pour que toutes les garanties dont ils ont besoin, pour que nous puissions au Togo instaurer enfin une vraie paix, que nous puissions enfin ensemble construire notre pays et donner à la jeunesse des gages d'un avenir meilleur. Nous sommes prêts à participer à ces discussions-là.
Donc, notre combat est un combat résolument pacifique, un combat légal, mais un combat dans la fermeté et la détermination en croyant fermement que nous avons le soutien de Dieu, qui est le premier garant des droits de l'homme. Et les droits fondamentaux de l'homme incluent le droit pour les peuples de choisir leurs dirigeants, le droit de vivre décemment, le droit au développement. Et tout cela est encore quelque chose de théorique au Togo, où nous avons un régime qui cultive la pauvreté et la misère pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et vous savez, mon père, nous devons combattre tout cela parce que l'une des conséquences aussi, c'est le fait que les jeunes partent à l'étranger. Les jeunes vont mourir en pleine mer et nous avons des Togolais aussi qui sont dans cette situation et nous comprenons vraiment, mon père, lorsque nous avons des autorités officielles italiennes qui dénoncent ce genre de choses et qui demandent à ce que les partenaires du Togo, les partenaires des pays africains créent les conditions pour retenir la jeunesse dans leur pays. La société civile au Togo s'est mobilisée pour votre libération en réunissant différents groupes pour soutenir votre lutte. Voilà, et je voudrais connaître quels sont pour vous les atouts, mais aussi les limites de cette société civile que vous voyez au Togo. Nous avons au Togo une société civile qui a beaucoup apporté à la lutte pour la démocratisation de notre pays. Vous savez, mon père, nous avons commencé cette lutte de manière formelle et ouverte depuis 30 ans. C'est au début des années 90 qu'il y a eu des revendications populaires exprimant la volonté du peuple d'entrer en démocratie, la volonté du peuple de mieux vivre. Et la société civile a joué un rôle extrêmement important. Mais tout comme les partis politiques, la société civile a payé un lourd tribut dans ce combat-là. Elle a été combattue, tout comme les militants de partis politiques, et elle, malgré les difficultés, elle continue de jouer le rôle qui est le sien. Aujourd'hui, la société civile a les mêmes limites pratiquement que les partis politiques, où on vit dans un contexte où les libertés fondamentales sont confisquées. Mon père, je voudrais vous donner l'exemple actuel d'un journaliste qui dirige un média privé et qui, dans la nuit d'hier même, a été arrêté sur instruction d'un officier de l'armée. Et c'est l'actualité du jour, mon père. Vous vous rendez compte? En plein couvre-feu, on vient mettre la main, on va au domicile du journaliste avec toute une armada de militaires et on lui fait injonction de suivre. Et donc, on l'emmène dans une gendarmerie, et selon les informations que nous avons. Alors que lui reproche-t-on, mon père? Dans la dernière parution du journal de ce monsieur, il a révélé un scandale qui se serait déroulé dans une institution financière, impliquant une institution financière de la place, impliquant des membres du gouvernement, 2 membres du gouvernement, qui, c'est un peu honteux de le dire, mais qui auraient pris la liberté d'emporter une partie du couvert en or, où
doré, en tout cas qu'on aurait utilisé pour leur réception. Alors, ça suffit pour aller chercher ce monsieur dans la nuit. Donc, vous voyez, c'est l'une des limites de la société civile. Les organisations de la société civile sont là, elles se battent, mais elles sont confrontées à cette volonté de s'asseoir sur les droits de l'homme et sur les libertés fondamentales. Mais avec beaucoup de courage, cette société civile avance aussi, dénonce et prend part à ce combat de libération du Togo, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de libérer notre pays d'un régime vieux de 53 ans, incarné d'abord par le père qui a gouverné pendant 38 ans jusqu'en 2005, et ensuite par le fils qui, à la mort du père, a pris sa place de manière illégale et qui se maintient au pouvoir depuis 16 ans par des élections qui dont les résultats sont toujours volés. Voilà le défi auquel la société civile, elle aussi, est confrontée. Et je voudrais connaître le rôle des évêques du pays, parce qu'ils ont exprimé aussi, à votre égard, cette demande de libération. Mais est-ce que, selon vous, ils sont prêts pour faire un choix précis, comme les patriarches, comme Monseigneur Pojro, non, avec son courage? Est-ce qu'ils sont prêts, selon vous, de faire respecter ces mêmes résultats des urnes qu'ils ont déjà contestés en mars dernier? Oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur en tant que chrétienne et en tant que catholique. Et je dois saisir l'opportunité de cet entretien pour remercier la Conférence des évêques du Togo qui a pris une position très claire et très ferme, demandant que nous soyons libérés. Et avant même cette position, je voudrais remercier le recteur du séminaire, du petit séminaire Saint-Pie-X, qui, avec un autre de ses confrères, est venu nous rendre visite régulièrement en détention, jusqu'à ce qu'on interdise leur visite lorsque la Conférence des évêques du Togo a sorti sa déclaration. Je crois que la Conférence des évêques du Togo, les autres évêques du Togo, sont eux aussi conscients de ce que ce peuple souffre énormément sous ce régime. Et ce que nous attendons des évêques du Togo, c'est qu'ils fassent corps avec le patriarche et qu'ils montrent davantage leur détermination à combattre aux côtés du peuple, à faire en sorte que le régime collabore et comprenne, adhère aux aspirations profondes des Togolais à vivre en liberté et à vivre mieux. Et la désunion de l'Église, une désunion apparente de l'Église, est une situation qui en rajoute à la souffrance des catholiques que nous sommes au Togo. Donc, mon Père, nous prions pour que, à partir de cette déclaration qui a été faite, que désormais la conférence des évêques du Togo retrouve une cohésion et que leur position soit plus forte et plus proche des souffrances de leurs brebis. Venons à vous. Vous étiez la première femme au Togo à se présenter comme candidate à la présidence en 2010. Hein? Mais entre-temps, se sont passés 10 ans. Hein? Et en ces derniers 10 ans,
et quels sont les changements que vous avez vus dans les pays et quelles sont les priorités pour la politique que vous voulez mener de l'avant avec la dynamique Monseigneur Podro? Merci pour cette question. Oui, effectivement, il y a 10 ans, mon parti, la Convention démocratique des peuples africains, m'a fait l'honneur de représenter le parti à l'élection présidentielle de 2010. D'abord, c'est quelque chose, une responsabilité que j'ai assumée avec beaucoup de fierté parce que avant d'être femme politique, je suis aussi une militante des droits de la femme et j'ai quitté l'enseignement universitaire depuis 1997 pour me consacrer à la promotion, à l'effectivité des droits des femmes au Togo et en Afrique. Donc, c'était une opportunité pour moi de démontrer aux femmes que elles aussi, nous aussi femmes, nous avons un rôle important à jouer dans la gestion de la cité parce que en dernier recours, ce sont les femmes qui portent le poids des mauvaises décisions que les gouvernants prennent. Donc nous sommes fondés, nous sommes légitimes à vouloir être positionnés au plus haut, là où les décisions se prennent dans l'intérêt de tous. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que oui, la situation a évolué, mais on ne peut pas dire qu'elle a évolué positivement. Du point de vue de la condition sociale des populations, on peut dire sans embâche que la pauvreté s'est accrue. Et je l'ai dit tantôt, on a même l'impression que c'est un choix délibéré pour ce régime de ne pas travailler à sortir les populations de la pauvreté afin de pouvoir les asservir davantage, afin de pouvoir acheter les consciences. Si je veux parler plus concret, vous savez aujourd'hui, mon père, quand des élections arrivent, il suffit pour ce régime de distribuer de l'argent. Et il a les moyens de l'État. Il lui suffit de distribuer 1000 francs CFA, 2000, 5000 francs CFA, ce qui ne fait même pas, c'est entre 2 et 4 euros pour obtenir que les populations votent pour le régime, avant de se rendre compte dès le lendemain que, elles retrouvent leur situation, leurs conditions misérables. Donc, aujourd'hui, la pauvreté s'est accrue et les institutions internationales le disent. Le programme alimentaire mondial a sorti en novembre dernier, je pense que c'était le 16 novembre, une déclaration dans laquelle elle s'inquiétait du nombre de populations au Togo qui vivent en insécurité alimentaire. Sur le plan de la santé, de l'éducation, c'est un calvaire au quotidien pour les Togolais de se soigner convenablement. Tandis que les dirigeants, dès qu'ils ont la possibilité, dès qu'ils ont le moindre pépin, eh bien, ils voyagent, ils vont en Europe se faire soigner et le chef de l'État togolais aime bien venir se faire soigner, aller se faire soigner en Italie, je vous le dis, en passant. Et pendant qu'eux, ils ont les moyens d'aller se faire soigner, eh bien, des populations meurent chaque jour de maladies que l'on sait guérir, comme le paludisme. Et sur le plan de l'éducation, le problème est que
même au niveau de l'infrastructure, vous avez des élèves qui, qui vont à l'école sous des arbres ou dans des équipements vraiment précaires. Il suffit d'une tornade pour que les salles de classe construites avec des matériaux précaires disparaissent et qu'il suffit qu'il y ait une petite pluie pour qu'on cesse l'école. Les enseignants font partie de ceux qui sont les moins payés. Et c'est des salaires de misère que les populations de surcroît sont amenées à supporter. Dans les communautés, elles se cotisent pour payer les salaires, l'équivalent, que si on peut appeler ça un salaire, mais en tout cas pour faire en sorte que les enseignants puissent suivre. Donc dans le domaine de l'éducation, nous avons également beaucoup de problèmes. Et ce qui nous désole, mon père, c'est que le Togo a les moyens. Le Togo a les moyens de satisfaire aux besoins des Togolais. Mais l'impunité, le pillage des ressources est encouragé par l'impunité dont bénéficient ceux qui font la minorité qui fait allégeance au régime. Tenez, mon père, tout récemment, il y a un journaliste d'investigation qui a mis le doigt sur un scandale pétrolier. Alors, le pétrole, dans toutes les composantes de produits, y compris le pétrole lampant, c'est un produit que tous les Togolais consomment jusqu'au fin fond des villages. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'électricité et les populations sont encore obligées de s'éclairer à la lanterne et ont besoin d'acheter du pétrole. Mais pouvez-vous vous imaginer, mon père, qu'un montage a été fait autour de la question du pétrole pour que la minorité au pouvoir s'enrichisse? Et un journaliste d'investigation sur plusieurs années vient de démontrer qu'au moins 500 milliards de francs CFA ont été détournés par des personnes qui ont le soutien du pouvoir et qui n'ont été aucunement inquiétés. C'est le journaliste qui a été traduit en justice et qui a été sommé de fournir les preuves de ces allégations, alors même que le régime a conscience de ce que ce scandale étant vraiment grave, il fallait rapidement ordonner un audit. Mon père, nous savons que l'audit a été réalisé et que l'audit a conclu que le détournement qui a été réalisé est beaucoup plus important que ce que le journaliste a révélé. Mais je vous assure que c'est le journaliste qui a été convoqué, traduit en justice et qui a été sanctionné. Le rapport d'audit est toujours là. Les personnes impliquées dont on a donné les noms courent toujours. Et c'est ça qui est difficilement supportable. Nous avons les moyens qui se retrouvent dans les poches de la minorité au pouvoir et de la minorité qui soutient le pouvoir. Alors, même le chef de l'État a été obligé de le dire à un moment donné. Je pense que c'était il y a à peine... il y a 4 ans à peu près, où on ne sait quelle mouche l'a piqué, dans un discours à la nation, il avait sorti qu'il avait conscience que seule une minorité de Togolais s'accapare
des richesses de ce pays. Donc, dans ce contexte, mon père, la première priorité, la priorité des priorités pour la DMK et que nous avons expliqué aux populations pendant la campagne, c'est que nous devons absolument faire en sorte que les Togolais aient 3 repas par jour. Ce n'est pas possible. La misère est tellement grande que les Togolais, beaucoup de Togolais ont du mal à avoir un seul repas. Toute la problématique de l'éducation de cette jeunesse qui constitue la première richesse du pays, si l'on veut vraiment développer le Togo, elle est intacte. Donc, nous comptons en faire une priorité et nous comptons faire en sorte que les structures sanitaires ne soient pas des mouroirs. Le personnel sanitaire a tout fait, a manifesté, a fait des grèves. Et quand le régime est acculé, il discute, il signe un accord dans lequel il promet de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail, les conditions de soins, mais dès que le calme revient, eh bien, on fout tout ça dans un tiroir. Et il est urgent que ces questions de santé deviennent aussi une priorité. Mais vous vous en doutez bien, mon père, je pense qu'on ne peut régler ces questions que si l'on a... il faut pouvoir compter d'abord sur les ressources propres du Togo avant de faire recours à la coopération internationale. Donc, les questions de réforme et de bonne gouvernance, de lutte contre l'impunité des crimes économiques seront pour nous des priorités. Et nous avons un pays qui a beaucoup d'atouts sur le plan agricole, alors que nous avons une agriculture encore qui est à l'état d'agriculture de subsistance. Je ne sais même pas si on peut en parler dans la mesure où même les paysans en période de soudure n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est un atout que nous avons. Nous avons des terres arables. Nous avons, ça fait plusieurs décennies que nous formons des ingénieurs agronomes qui ne sont pas vraiment utilisés à développer l'agriculture, mais qu'on met entre 4 murs dans des bureaux. Nous avons un potentiel qu'il faut mettre en exploitation pour faire en sorte que l'agriculture, qui demeure une source importante de revenus et qui peut faire mieux que cette agriculture-là, puisse contribuer au développement de notre pays. Et nous sommes conscients de ce que nous devons développer, l'agro-industrie. Nous devons, au-delà de l'agriculture, penser à transformer nos ressources premières pour ajouter une plus-value à ces ressources et pour que le pays fasse davantage de recettes qui seront destinées en priorité à la satisfaction des besoins des populations. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire de notre programme, tout en ajoutant que nous nous engageons aussi, à créer des espaces de liberté pour que les populations puissent s'organiser et contribuer à adhérer à l'action de développement que nous nous proposons de mener.
Vous avez dit que vous êtes une activiste des droits des femmes. Quel est le rôle que vous prévoyez pour les femmes dans les pays que vous voulez construire? Quel sera leur rôle? Mais mon père, le Togo a pris des engagements au sein de l'Union africaine, des engagements pour aller, alors pour respecter les droits des femmes et pour aller vers la parité en matière de participation des femmes à la prise de décision. Et malheureusement, on ne peut tenir cet engagement que quand on croit à la démocratie. Parce qu'en fait, cette participation paritaire est un corollaire de la démocratie. On est démocrate ou on ne l'est pas. Et on ne peut être démocrate sans promouvoir les droits des femmes. Malheureusement, ce régime instrumentalise tout. Oui, en ce moment, après ces élections du 22 février, pour faire passer leur forfaiture, nous savons que le régime s'est engagé auprès de la communauté internationale pour promouvoir la participation des femmes en politique. Mais mon père, chaque Togolais, comprend que le régime veut se servir des femmes pour trouver une reconnaissance à l'extérieur qui remplacerait la légitimité qu'il n'a pas au Togo. Oui, on a une première ministre femme qui a été nommée. Le régime a mis comme présidente de l'Assemblée nationale une femme. Dans le gouvernement, on a donné l'impression qu'on veut promouvoir les femmes en nommant 10 femmes à des postes de responsabilité, mais tout ça n'est que de l'instrumentalisation et n'est que superficiel. Connaissant notre adversaire, nous savons que ce sont des femmes caution. Ce sont des femmes qui n'auront aucune marge de manœuvre. La preuve, la première ministre, dans son programme défendu devant l'Assemblée nationale, qui est une Assemblée nationale monocolore, acquise totalement au régime, parce qu'en 2018, le pouvoir en place a manœuvré pour que l'opposition n'aille pas aux élections. Eh bien, dans ce programme, la première ministre s'est prononcée pour gouverner autrement. Mais gouverner autrement, c'est dans les actes qui sont posés tous les jours. C'est depuis que ce gouvernement est installé qu'on voit qu'il y a un tour de vis davantage autour de tout ce qui est droit et liberté fondamentale. C'est sous ce gouvernement où on prétend gouverner autrement qu'on se permet de se saisir des citoyens comme on veut, sans aucun respect pour les procédures et sans qu'on ait aucune preuve contre qui que ce soit, où on essaye de bâillonner tout le monde. Donc, en tant que féministe, c'est avec beaucoup de regrets que je m'exprime sur cette question, que j'ai dû dire oui, je suis pour la participation des femmes en politique et c'est ce que nous allons faire en sorte que ce soit des femmes véritablement engagées, des femmes qui en veulent pour leur pays, qui veulent transformer le quotidien de leur population, qui soient à des postes de responsabilité au niveau national comme au niveau décentralisé, pour qu'elles puissent apporter leur perspective, leur sensibilité à la recherche de solutions pour le bien-être des populations. Pour l'instant, nous avons des femmes qui vont appuyer un régime autoritaire, un régime qui bafoue les droits, un régime qui piétine les populations, un régime qui cultive la pauvreté, et c'est absolument inacceptable, mon père.
À propos des jeunes, hein, in différents pays d'Afrique, ce sont les jeunes qui demandent un changement radical de la politique. Et est-ce qu'au Togo, vous voyez des jeunes vraiment capables, vraiment engagés, et qu'ils peuvent changer, hein, la destinée du pays avec un programme concret et réalisable? Oui, mon père, je vous répondrai encore une fois, je répondrai à cette question en vous disant que la jeunesse a beaucoup donné à cette lutte et que à un moment donné, quand il y a des pères que nous avons combattus depuis le début des années 90 a repris le pouvoir, a récupéré toutes les avancées démocratiques que nous avions réalisées, y compris en se permettant de modifier la constitution de 92 qui consacrait l'entrée du Togo en démocratie avec une alternance obligatoire au bout de 2 mandats. Dès qu'il a récupéré ces avancées, eh bien, la répression s'est abattue sur les jeunes qui se sont envolés. Nous avons plusieurs générations de jeunes qui ont dû s'exiler en Europe. Ils sont partout en Europe, y compris en Italie. Mais malgré cela, la génération qui a suivi a grandi dans un contexte où eux-mêmes voient très bien que les choses vont mal. Et donc, nous avons cette jeunesse qui est engagée, mais en même temps que nous travaillons avec elle, les défis que nous avons, c'est de les soustraire à l'action du régime qui comprend que la jeunesse est une force et qui essaye de les formater en leur faisant croire qu'en adhérant à ce régime, eh bien, ils trouveront leur compte. Et nous leur expliquons, eh bien, écoutez, c'est vrai, une minorité y trouvera son compte. Mais n'oubliez pas la grande masse de jeunes qui vont être laissés de côté parce que la minorité qui aura adhéré au régime va se remplir les poches et vivra bien. C'est le défi auquel nous sommes confrontés et les jeunes comprennent de plus en plus que, comme leurs aînés qui ont dû s'exiler sans pour autant avoir le temps de transmettre le témoin, eh bien, ils devront aussi remplir leur mission qui est de contribuer à transformer leur communauté, à transformer leur société. Et nous faisons une grande part aux jeunes dans notre programme. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'éducation. Ça fait plusieurs décennies qu'on n'investit plus dans la formation, dans l'éducation des jeunes, alors que c'est un capital humain dont nous avons besoin. Donc, nous mettrons la priorité là-dessus et nous ferons en sorte qu'il soit là où les choses se discutent pour que ces jeunes puissent aussi contribuer à la prise de décision, apporter leur savoir-faire. Notre souhait, mon père, c'est de faire en sorte qu'une fois que nous aurons obtenu l'alternance et que nous aurons installé à nouveau le Togo sur le socle de la démocratie, que toute cette jeunesse-là qui a eu le temps d'acquérir un savoir-faire, d'acquérir des connaissances dans leur pays d'accueil, qu'ils puissent revenir et qu'ensemble, nous puissions bâtir un Togo où il fera vraiment bon vivre. Vraiment, merci Brigitte. Dernière question. Les pays est sujet à différentes présences et interférences étrangères. Quelques-unes sont aussi positives et d'autres qui laissent les pays dans cette situation et sont vraiment négatives. Qu'est-ce que vous voyez à propos de ces interférences étrangères? Mon père, nous avons tenu à affirmer avec force que nous croyons en la coopération internationale et en une coopération régionale avec les pays voisins du Togo en Afrique de l'Ouest et au niveau
de l'Union africaine, au niveau de toute l'Afrique. Et nous pensons que cette coopération, qu'elle soit internationale ou régionale, doit être bâtie sur un principe qui est celui du gagnant-gagnant. Nous croyons qu'avec une coopération fondée sur le respect mutuel des partenaires, on peut ensemble arriver à créer un monde où il fait mieux vivre, où les intérêts des populations qui ne sont pas contradictoires, forcément, ils sont conciliables. On peut, à travers cette coopération-là, développer un monde plus solidaire et un monde meilleur. Et c'est ce que nous nous évertuons à expliquer aux partenaires du Togo, à expliquer à la France, qui est une ancienne puissance, pas colonisatrice, mais qui était un peu dans cette position de puissance colonisatrice au Togo, puisque nous étions sous tutelle française. Et nous essayons d'expliquer qu'on doit remettre les choses à plat. Pas pour aller contre les intérêts de nos frères, parce que nous sommes tous frères dans ce monde, de nos frères des autres continents, mais faire en sorte que nous puissions avoir un monde solidaire. Un monde solidaire où il y ait plus de justice, où les ressources ne soient pas pillées d'un endroit pour servir les intérêts d'autres peuples. On ne peut pas opposer les peuples. Et nous nous réjouissons de ce que les peuples comprennent de plus en plus, que nous devons être solidaires. Et donc, c'est notre vision de la chose, et nous pensons que s'agissant des pays qui ont connu la colonisation française et qui, disons-le, subissent une forme de néocolonialisme qui ne dit pas son nom, eh bien, nous devons nous donner la main et engager un véritable dialogue avec la France sur des sujets préoccupants tels que la question de la monnaie unique, la question des échanges qu'il doit y avoir entre nos pays, la question de la finalité même de l'aide,